Nous sommes le 12 mai 1940. Dans leur tonne d'acier blindé, les trakistes allemands se préparent à l'assaut sur Sedan. Après avoir touché les Ardennes, cette ville est encore plus simple dans la réalisation du plan Folgel. Après plusieurs jours de combat, les défenseurs finissent par se rendre, permettant ainsi aux Allemands de prendre Sedan et d'engager la course à la mer, durant lesquelles les chars de Guderian et d'Erwin Rommel progressent à une vitesse fulgurante. Un peu plus d'une semaine plus tard, le 20 mai à minuit, les premiers éléments de la 2e Panzer-Division atteignent les côtes de la Manche et encerclent la plus grande partie des forces alliées. En moins d'une semaine, Adolf Hitler a réussi à sceller le sort de la France et de l'Europe entière. Les raisons de la débâcle de 1940 sont multiples. On pourra accuser l'industrie, les doctrines militaires, la communication. Mais peut-être que l'une des raisons de cet échec est le fait que la France a construit une armée qui utilisait une unité révolutionnaire pour son époque, qui incarne parfaitement la stratégie du Blitzkrieg utilisée par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter l'histoire de la Panzer-Division. Comme beaucoup d'histoires de la Seconde Guerre mondiale, elle trouve ses racines durant la Première. Pendant ce conflit, l'Allemagne avait commis de graves erreurs stratégiques. La première fut de croire qu'elle pouvait écraser la France en quelques semaines, et la seconde fut de se lancer dans une guerre d'usure pour un pays à faibles ressources. D'un point de vue tactique, même si le pays n'était pas en retard par rapport à ses ennemis, que ce soit du point de vue des ressources, avec par exemple le principe de défense en profondeur ou de l'équipement, étant un des premiers pays à adopter les fusils mitrailleurs au sein de ses divisions, ainsi qu'à avoir très rapidement compris l'importance des tranchées, la Deutsche Heer s'est énormément montrée en retard par rapport à ses adversaires, notamment dans le domaine de l'arme blindée cavalerie. Alors que des pays comme la France ou le Royaume-Uni investissaient massivement dans l'optique de construire la nouvelle arme qu'étaient les chars, le Second Reich n'investit que très peu dans ce domaine, ce qui se démontre par la faiblesse technologique de leur modèle. Si en 1916 la bataille de Cambrai fut un échec, et que les chars n'eurent pas l'impact espéré, la guerre avançait se prolongeant. Au cours des semaines et des mois, les forces de l'entente acquérant de plus en plus d'expérience sur l'utilisation, la conception, la production des chars, ainsi que la formation du personnel, permet à ces machines de mieux démontrer leur potentiel militaire. L'année 1916 en montre les premiers signes avec la bataille de Passchendaele, mais l'année 1918 révéla le plein potentiel de ces machines. La bataille d'Amiens montre sa coopération interarmes entre l'artillerie, l'aviation et l'infanterie, qui n'en était qu'à ses balbutiements, et pourtant, la vitesse à laquelle les forces de l'entente progressaient fut inimaginable au vu des avancées limitées entre 1916 et 1915. Après l'offensive des 100 jours, au vu de cette situation, l'Allemagne forçait de signer un armistice le 11 novembre 1918. Si cette date marque la fin des combats pour l'Allemagne, la fin de la guerre le fut, comme le dirait Hitler, par la signature du Diktat de Versailles, ou le traité de Versailles, qui voit l'effondrement du Second Reich et la naissance de la République de Weimar. Avant la Grande Guerre, l'armée allemande se considérait comme une armée infaillible. Pour préserver sa réputation, des mythes furent répandus, comme celui du coup de poignard dans le dos, ou encore l'idée que cet échec avait été causé par les Juifs afin de masquer les carences tactiques et stratégiques spécifiques à l'armée allemande qui l'amenèrent inévitablement à sa défaite. Ces mythes ont persisté au sein du grand public, mais au corps de l'armée, une prise de conscience conduisit à des évolutions et non à une révolution de la doctrine militaire germanique. En effet, même si l'Allemagne avait perdu la Grande Guerre, elle n'était pas déçue par cette doctrine militaire. Les généraux estimaient que la défaite venait d'une combinaison de circonstances, de malchance et de faiblesse du commandement, ce qui les a privés de la victoire à la bataille de la Marne. Suite à cet échec, la guerre de mouvement qui s'opérait au début de l'année 1914, la Befehligungskrieg, se transforma en Stellungskrieg, soit la guerre de position, constituée de tranchées, de barbelés, où toute progression restait impossible. Une guerre d'usure impossible à gagner pour le Reich de l'empereur Guillaume II en raison de la faiblesse de ses ressources économiques comparée à la richesse de ses ennemis. Quoi qu'il en soit, durant les années 20, la Reichswehr, la nouvelle armée de la République de Weimar, entreprit une analyse profonde dans l'optique d'accroître sa mobilité. La quête de mouvement pour l'armée allemande ne date pas de la fin de la Première Guerre mondiale. Elle trouve ses origines dans l'époque de la Prusse, notamment sous le règne de Frédéric II, où la quête d'agilité et de rapidité était un part fondamental de la stratégie militaire germanique qui influença toutes les futures doctrines militaires par la suite. Le char se présentait comme un bon moyen de maintenir les forces en mouvement et d'éviter de futures impasses militaires qui mèneraient inévitablement à une nouvelle défaite. La quête de mobilité recherchée par l'armée allemande fut également mixée avec les doctrines qu'elle avait développées durant la Première Guerre mondiale, notamment celle de l'Angriff, des tactiques d'infiltration utilisées par les Sturmtruppen
ou troupes de choc, des vétérans avec du meilleur matériel que les fantassins de base, dont l'objectif était de rechercher les points faibles dans la ligne de front et de les exploiter. À cette époque, beaucoup de grandes puissances cherchaient à résoudre un passe créé par la combinaison des tranchées, des mitrailleuses et de l'artillerie. La technologie était en plein essor et un enthousiasme militaire régnait dans les plus hauts milieux. Beaucoup pensaient que la guerre avait changé et que désormais, le fantassin n'était plus un élément décisif du champ de bataille face à la technologie qui dominait autour de lui, que ce soit le char ou l'aviation. Bien sûr, les luttes entre conservateurs militaires nostalgiques des guerres napoléoniennes et le radicalisme de la nouvelle génération, qui prenaient des armées plus réduites mais plus mobiles, étaient vives. Dans beaucoup de pays, ces jeunes officiers avaient des représentants tels que Hans Guderian, Charles de Gaulle, Mikhail Tukhachevski, George Patton et John Frederick Charles Fuller. En Angleterre, ce dernier ira même jusqu'à demander l'abolition totale de l'infanterie, n'hésitant pas à déclarer que dans un combat de char, un fantassin n'était qu'un spectateur intéressé. Pour continuer sur notre John, dans les années 1930, il publie un livre intitulé Fuller, Provisional Instruction for Tank and Armored Car Training. Parmi ses ventes se trouve un agent atypique Hans Guderian, futur chef de l'état-major du 2e département de la motorisation. En achetant ce manuel d'instruction, alors on va même plus loin en dépensant son propre argent pour faire traduire ce livre. Guderian étudie de près ce manuel pour développer et affiner ses propres théories sur l'utilisation des tanks en guerre. Fuller et Guderian partageaient des idées similaires sur l'importance de la vitesse et de la surprise. L'infanterie fut l'un des premiers points où l'Allemagne prit une direction différente par rapport à ses fers. Comme nous l'avons vu, Fuller estimait que l'infanterie n'était plus indispensable à cause des chars et qu'elle commençait même à devenir obsolète. De leur côté, les Allemands prirent une toute autre direction. Pour eux, la guerre restait un phénomène brutal de masse où l'infanterie jouera un rôle clé. Les flottes de bombardiers ou les masses de chars ne pouvaient compenser le fait que pour gagner une guerre, il fallait mobiliser des troupes pour conquérir ou tenir le terrain. L'armée allemande se montrait désireuse d'acquérir de l'expérience au domaine, mais les restrictions du traité de Versailles réduirent la tête de son armée à seulement 100 000 hommes, sans aucun matériel lourd, et l'expérience acquise durant la Première Guerre mondiale étant très faible, n'ayant sorti de chaîne de montage qu'une vingtaine de blindés A7V durant le conflit. Cela n'empêchera pas l'armée de mettre en place une série de manœuvres, d'exercices, de jeux de guerre, avec l'objectif de découvrir les possibilités et les lacunes de la coopération interarmes entre l'infanterie, les blindés et l'aviation. La différence entre l'illusion et la réalité frappa très vite Oswald Lutz, inspecteur des troupes motorisées de la Reichswehr, et le major Hans Guderian. Les problèmes commencent à arriver, tels que le fait que l'infanterie et l'artillerie n'arrivaient pas à suivre les chars. Il fut très vite décidé de motoriser ces unités pour permettre de pleinement exploiter le blindé. Cette période de gestation est appelée le premier principe de la guerre des chars, qui déjà se démarque comparé aux autres pays comme la France ou la Grande-Bretagne, où l'idée était le char au rythme de l'infanterie, ce qui se révéla comme une grave erreur. Les exercices continuant, Lutz et Guderian n'avaient pas fini de résoudre des problèmes des unités de chars. La motorisation totale des unités faisait qu'elles progressaient à un tel rythme qu'il se révéla très vite très compliqué de les localiser avec précision. Durant la Première Guerre mondiale, des problèmes similaires avaient été rencontrés, mais avec les unités de chars, la vitesse ne faisait que les exaspérer au point où il fallait trouver des alternatives moins rigides que le télégraphe. Heureusement pour eux, ils allaient trouver leur salut dans la technologie. Cette technologie n'était ni moins que la radio qui marquait la mort lente mais officielle des communications primitives et non flexibles du morse, du télégraphe ou des estafettes. Et une fois de plus, qui dit nouvelle technologie, dit nouveaux exercices et nouveaux jeux de guerre. Si l'Allemagne n'était pas un précurseur dans la création de la radio, elle le fut par son utilisation. Son implémentation dans la chaîne de commandement, du plus haut échelon au plus petit, du char à l'aviation, en passant par les plus petites motos, fut révolutionnaire pour l'époque. Pour les Allemands, la radio fut le nerf de la communication interarmes entre l'artillerie, l'aviation, les chars et l'infanterie. Plus les Allemands réalisaient d'exercices ainsi que de jeux de guerre, plus ils étaient proches de créer une nouvelle formation blindée capable de répondre aux exigences de l'Allemagne, mais il restait un problème majeur, qui se résume en un mot, Versailles. Ou plutôt, le traité de Versailles qui empêchait à l'Allemagne de développer et de construire des blindés à grande échelle, ainsi que de développer une aviation, ce qui mettait directement toute possibilité de créer de grandes formations blindées. Heureusement pour eux, l'arrivée en 1933 d'Adolf Hitler a changé la donne. Le chancelier allemand s'affirmant très vite comme un farouche militariste, un homme qui désirait redonner à l'Allemagne son prestige qu'il avait retiré en reconstruisant la grande armée allemande. Hitler eut de la chance, dès son arrivée au poste de chancelier, il y découvrit plusieurs projets visant une extension rapide de la Reichswehr, notamment celui de tripler le nombre de divisions d'infanterie. Ce projet fut très vite suivi de l'annonce du réarmement en avril 1934, puis de la création de la toute nouvelle armée du Reich à Wehrmacht, annoncée le 16 mars 1935. Le service militaire obligatoire fut réinstauré le 25 mars 1935. Concernant les blindés, Hitler était naturellement intéressé par cette nouvelle technologie, ayant été estafette durant la Première Guerre mondiale. Une telle arme qui permet de résoudre d'en faire prolonger les tranchées ne pouvait que l'intéresser. Guderian y fit une démonstration de 30 minutes au cours desquelles il manifesta un enthousiasme face aux manœuvres des Panzers, conclu par la phrase suivante: « Maintenant je peux m'en servir,
c'est ce que je veux. Octobre 1935 vire la formation des 3 premières Panzer-Divisions. Bien que leur organisation ait évolué tout au long de la guerre, lorsqu'elles sont sorties en 1935, l'organisation par exemple de la première Panzer-Division était la suivante. L'unité était composée d'une Panzer-Brigade de chars, elle-même composée de 2 Panzer-Régiments, eux-mêmes composés de 2 Panzer-Abteilungen, soit 2 bataillons de Panzer. L'unité est aussi composée d'une Schutzbrigade, lui-même composée d'un Schützenregiment, ainsi que de 3 Schützenbataillons, ainsi qu'un autre Schützenregiment comportant un Kraftschützenabteilung, soit un bataillon de motocyclistes. Pour poursuivre, l'unité se voit incorporer un régiment d'artillerie divisé en 3 Artilleriabteilungen, venant ensuite des unités de support qui sont le Aufklärungsabteilung qui correspond à un bataillon de reconnaissance, intervient ensuite un pionnier bataillon, soit le génie pour les ponts, et pour finir, un bataillon de transmission. La Panzer-Division se distinguait par sa mobilité, sa flexibilité et son autonomie, ainsi que par la coopération interarmes entre la masse de chars équilibrée par l'infanterie et appuyée par l'artillerie. Ces unités étaient aussi bien capables de défendre que d'attaquer pour percer les points faibles du front et les exploiter. Avec ces éléments, les Allemands avaient créé une division radicalement différente de leurs homologues européens. Les Anglais préconisaient une forte masse de chars appuyée par un petit groupe d'infanterie, tandis que les Français dispersaient leurs chars pour soutenir l'ensemble des forces d'unités d'infanterie. Même si la Panzer-Division se voyait offrir beaucoup d'avantages, une telle concentration de moyens au sein de si peu d'unités laissait une grande partie de l'armée allemande avec peu de moyens motorisés et surtout avec quasiment aucun moyen anti-char en dehors des packs 36 de 37 mm et aucun moyen anti-char porté. Les Panzer-Divisions étant libre de l'armée de terre, il était nécessaire qu'elles aient du matériel à la hauteur de statut, mais ceci était très loin d'être le cas. La Reichswehr avait eu du mal à développer des chars malgré des accords signés avec l'Union soviétique qui avaient permis de développer le Light Tractor et le Gross Tractor à partir de 1928 et bénéficier des facilités offertes par l'Union soviétique pour tester engins et doctrines sur des bases secrètes en URSS. Lorsque Adolf Hitler arrivèrent au poste de chancelier en 1933, le char réellement testé et utilisé était le Panzer Kampfwagen 1 ainsi que le prototype de char du Nebel-Fahrzeug qui servirent d'expérimentation pour les chars lourds. Bien que le Panzer 1 soit un char obsolète, il fut un char d'entraînement très important dans l'histoire de la Panzerwaffe. En 1936 arrivèrent le Panzer Kampfwagen 2. Ce char, bien qu'obsolète, permit de mettre sur pied rapidement de nouvelles Panzer-divisions dans l'attente du développement de chars plus lourds. En 1937, la Wehrmacht lança les grandes manœuvres d'automne ou exercices de Malkim. L'excitation et l'enthousiasme étaient présents car c'était un des plus grands exercices depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Les objectifs étaient autant militaires que politiques, ceci était validation des doctrines de la guerre de mouvement des chars, tester l'efficacité de la coopération au sein d'une Panzer-division, tester les premières unités mécanisées ou Panzer-grenadiers sur SDKFZ 250 et 251. Les objectifs secondaires étaient démontrer que l'Allemagne s'est définitivement libérée du traité de Versailles et affirmer le renouveau de la puissance allemande à ses alliés comme à ses ennemis. La manœuvre relevait une grande importance, Hitler ainsi que Benito Mussolini étaient présents sur place, comme de nombreux attachés militaires étrangers. L'objectif était simple. En bleu, les divisions d'infanterie devaient défendre la tête de pont de Malkim. De l'autre côté, les forces rouges composées de la 3e Panzer-Division et de la 30e Division d'infanterie motorisée devaient attaquer la tête de pont. Le premier fait majeur arriva dès le premier jour lorsque le 19 septembre, la 3e Panzer-Division parcourut 100 km depuis son QG en un seul jour. Le 20, elle lança l'assaut, ainsi la tête de pont fut engagée. Dans le même temps, la 3e Panzer-Division suivit les principes de l'off-track tactique qui favorise une stratégie détaillée et laisse les parties subordonnées déplace sa Panzer-Brigade à l'extrême gauche de bleu au sud en liaison étroite avec l'aviation. Sans attendre d'ordre détaillé, mais en saisissant l'opportunité qui se présente, elle finit par percer la position bleue et avance vers la ville de Stravahagen. Cette prise d'initiative permet de couper la voie d'approvisionnement de bleu vers Malkim, coupant la logistique. Après avoir marqué la tête de pont sans arrêter, les bleus attaquèrent de manière concentrique les renforts bleus qui tardaient à arriver, en raison d'une vigoureuse interdiction aérienne menée par les rouges. Sur une manœuvre qui devait durer 7 jours, au bout du 4e, la 3e Panzer-Division fut exclue, transformant une magnifique manœuvre militaire en une banale bataille d'infanterie. Les grandes manœuvres d'automne sont un élément décisif dans l'histoire de la Panzer-Division, car elles permettent de confirmer les théories et les idées émises par des hommes comme Guderian ou John Fuller. Bien que l'exercice de Malkin soit un succès, il est loin de total. Lors des manœuvres, l'armée allemande a connu des problèmes de fiabilité concernant les Panzers, mais aussi des problèmes de logistique. Ces problèmes sont partiellement réglés avec l'arrivée de nouveaux blindés comme le Panzer Kampfwagen 3, équipé désormais d'un KWK-37 L45, un vrai canon anti-char, certes avec de faibles performances, suivi du Panzer Kampfwagen 4 pour le soutien d'infanterie avec son objet de 75 mm KWK-37 L24
Si l'armée se voit attribuer plus de moyens, une petite partie se fera rediriger vers l'infanterie pour la production de Sturmgeschütz, possédés par des hommes comme Erich von Manstein. Les problèmes logistiques sont réglés avec l'ajout d'unités de ravitaillement équipées de camions spécifiquement dédiés à ce rôle, permettant aux Panzer Division d'être ravitaillés de manière rapide et efficace en nourriture, en pièces détachées et en essence. D'ailleurs, pour ce qui est d'essence, l'Allemagne sur une innovation qui marquera l'esprit, le Wehrmacht Einsatzkanister, ou plus communément appelé Jerrycan, permet d'accroître la portée des Panzer Division ainsi que d'unités motorisées et mécanisées. Il permet aussi quelque chose de beaucoup plus vicieux, c'est de stocker l'essence siphonnée. Ainsi, l'exercice de Malkim fut une démonstration de toutes les notions que nous allons retrouver dans une Panzer Division. Le haut niveau d'intensité, la prise de décision rapide, les principes d'off-track tactique et bien évidemment une grosse prise de risque, qui se traduit, comme nous l'avons vu plus tôt, par une rapide exploitation du terrain et donc par des encerclements. L'une des personnes les plus satisfaites fut Adolf Hitler. À travers l'exercice, le Führer comprend très bien que son outil militaire est affûté mais n'est pas rasoir. Il fait réunir à la grande chancellerie du Reich le 5 novembre 1937 les plus hauts gradés militaires. Werner von Fritsch, Hermann Göring, Erich Raeder. Si la base de la réunion concernait l'approvisionnement en acier, après ce débat, fut exposé par la suite les vraies raisons de cette réunion. Hitler exposait les problèmes chroniques de l'Allemagne qui étaient le manque de ressources, que ce soit pour l'industrie ou pour la population. Il dit que la politique d'autarcie qu'il avait entrepris ne pouvait plus durer, le commerce mondial étant au contraire de l'idéologie nazie et étant compatible avec une guerre, ne laissait qu'une seule porte de sortie pour Hitler, qui était celle d'acquérir l'espace vital ou les Lebensraum qui manquait tant à l'Allemagne pour son développement et pour la croissance de sa population. Il sait très bien que toute tentative d'expansion trop agressive mènerait inévitablement à une guerre contre la France et le Royaume-Uni, et voire même d'autres adversaires. Malgré tout, Hitler passe outre toutes ces menaces. Il prévoit une guerre vers 43-45 afin que l'industrie allemande soit totalement modernisée. Dès l'année suivante, Hitler commence ses conquêtes avec l'Autriche puis la Tchécoslovaquie. Au cours de cette année, il comprend que l'Allemagne ne sera jamais prête à une guerre en 1943 et ses succès diplomatiques le poussent à une nouvelle conquête. Le 31 août 1939, des membres de la SS revêtent les civils polonais et attaquent la station de Gleiwitz du côté allemand de la frontière germano-polonaise. Et le 1er septembre 1939, Adolf Hitler ordonne l'ordre de l'invasion de la Pologne et plonge ainsi le monde dans le chaos. Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Krymu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują.